10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous allons nous mettre d'accord comme tous les jours avec Jean-Christophe Gallien. Bonjour, politologue, conseiller en communication. On a bien besoin de vous. Oui, David Marguerite, vice-président de la région Normandie, président de l'agglomération du Cotentin. Bonjour. Bonjour, Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Et nous attendons Rafik Smati qui ne devrait pas tarder à arriver, chef d'entreprise, président du mouvement Objectif France. Et son livre Le Nouveau Temps, comment reprendre le contrôle à l'ère de l'IA, de l'intelligence artificielle. Évidemment, l'émission va être en grande partie consacrée à ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale, la censure annoncée par le Rassemblement national, Michel Barnier qui va s'exprimer ce soir aux 20h de TF1. Bref, beaucoup de sujets. Mais avant d'aborder ces sujets, je vous propose de jouer, puisque vous savez, c'est bientôt Noël. Le grand sapin de Noël Sud Radio, c'est maintenant. Et ça va être le moment d'ouvrir votre cadeau. Vous allez peut-être gagner une carte cadeau de 50 € chez Etam, un calendrier de l'Avent de la marque Guino. Je sais que vous aimez bien ces produits contenant des soins de beauté. Excellent produit. Voilà, ou encore de très nombreux cadeaux. Vous appelez 0826 300 300. Un chiffre entre 1 et 25, Sophie ? 3. Ce sera donc le 3e appel et tentez votre chance, vous auditeurs fidèles de Sud Radio. Alors, on va commencer avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Sophie, un coup de cœur ? J'ai un coup de cœur, j'ai essayé de trouver quelque chose qui allait bien. Oui. Mais justement, c'est un coup de cœur. Il y a peut-être des gens qui vont dire quelle horreur un riche. Mais il se trouve que Bernard Arnault vient d'être élu aujourd'hui à l'Académie des sciences morales et politiques, au fauteuil qu'occupait d'ailleurs Denis Kessler. Et il y a un moment où quand même il faut reconnaître, il va siéger à la section économie, politique, statistique et finances. Il y a Jean-Claude Casanova, Dominique Sénéquier, Michel Pébreau, Jean Tirole, prix Nobel d'économie. Et ça consiste en quoi alors ? C'est la reconnaissance en fait d'un parcours exceptionnel. Cette académie, c'est un peu pour les sciences un côté académie française. Et c'est reconnaître des gens qui reconnaître l'éthique, reconnaître des gens qui ont développé l'économie dans le monde, etc. Et on a tellement, je tenais à faire un coup de cœur parce qu'il y a tellement cette détestation des riches et de ceux qui réussissent en France qu'on a quand même un des plus gros groupes mondiaux du luxe. On a tendance en France maintenant à tirer sur le luxe. Ce sont des gens qui travaillent, des milliers d'artisans, du talent. Je trouve que c'est une reconnaissance formidable. Et comme les chefs d'entreprise sont passés par pertes et profits en ce moment, et que c'est eux qui vont les premiers déguster de cette inconséquence politique dont on va parler, il faut absolument les mettre en avant dès qu'on peut. Et vraiment, c'est un coup de chapeau à Bernard Arnault. Bon, eh bien, cela est dit. Rafik Smati, bonjour, vous nous avez rejoint. Un coup de cœur. Oui, j'ai un coup de cœur aujourd'hui pour Christelle Morançais, qui est la présidente des Pays de Loire. Vous savez, dans cette période politique assez particulière où les uns et les autres rivalisent de médiocrité, oui. Eh bien, vous avez quelques hommes et femmes politiques qui sortent du lot. Et Christelle Morançais, la patronne de la région des Pays de Loire, en fait partie. Notre pays est confronté à un mur financier, un mur de la dette. Là, je n'apprends absolument rien à personne. Eh bien, Christelle Morançais, en tant que patronne d'une collectivité locale, a décidé de prendre sa part et de faire 100 millions d'économies de fonctionnement et de ne pas renouveler, je crois, 100 postes de fonctionnaires. Sans licenciement, je précise. C'est-à-dire que uniquement réformer son administration pour qu'elle tourne avec 100 fonctionnaires de moins. Et si vous aviez vu le nombre d'insultes, de lynchage qu'elle s'est prise en pleine figure. On l'a traitée de sadique, on l'a dit qu'elle n'avait pas de cœur, on lui a fait un procès en trumpisme. Pardon, mais Christelle Morançais fait ce que tous les dirigeants politiques de toutes les collectivités locales et évidemment au niveau national doivent faire, c'est-à-dire prendre soin de l'argent des contribuables. Parce que l'argent public n'existe pas. L'argent public, c'est l'argent des Français, c'est l'argent des entreprises, c'est l'argent que nous payons tous à travers nos impôts, nos taxes et nos cotisations. Et Dieu sait à quel point en France, elles sont élevées. Aujourd'hui, il y a un principe de réalité. Et dans les mois, dans les années qui viennent, le paysage politique va se diviser en deux catégories. Vous allez voir. Vous allez avoir les courageux, très rares. Ils vont se compter sur les doigts d'une main. Pas en deux, alors. Et vous allez avoir les lâches, c'est-à-dire ceux qui vont continuer à être clientélistes
et à considérer largement et à considérer que finalement l'argent public c'est quelque chose de magique. Après tout, comme l'a dit François Hollande à l'époque, ça ne coûte rien, c'est l'État qui paye. Pardon, Eh bien moi, Rafik, voyez-vous, je prédis simplement si Christelle Morançais reste sur cette ligne, et je crois qu'elle l'a enracinée en elle, je lui prédis un grand avenir politique, puisque l'avenir politique, je vous le dis, sera au courageux et pas au lâche. Alors j'adhère complètement à ce que vous dites, bien sûr. Pardon, juste un mot. Oui, pardon. Complètement à ce que vous dites, mais vous dites sans licenciement, sans personne, et comment on fait ? Dites-le pour mais il y a des départs à la retraite dans toutes les organisations. Mais ça il y a des ruptures conventionnelles. David Marguerite, vous connaissez bien le système. Je connais bien Christelle Morançais par ailleurs, et je partage le coup de cœur. C'est en effet une décision politique très courageuse. D'autant que c'est pas simple dans les régions, puisqu'on a assez peu de personnel en réalité, puisqu'on a les personnels dans les lycées, mais l'administration centrale des régions est assez ramassée. Donc en effet c'est une décision courageuse. Par ailleurs on sait que sur le plan de 200 millions est réduit un certain nombre de subventions, qu'en effet elle fait face là à une impopularité qui est assez conjoncturelle et surtout qui est très dur, mais qui vient de certains milieux seulement, puisque la réalité, moi les retours que j'ai dans la région Pays de la Loire, c'est que c'est assez populaire ce qu'elle fait, puisque son courage il est salué. D'ailleurs moi je le dis, dans région Normandie on est également sur un plan d'économie, puisque le gouvernement Barnier avait annoncé des prélèvements sur les collectivités territoriales assez importants, et donc on doit faire des efforts, et on doit le faire d'ailleurs au-delà de ce que nous demande l'État, sachant quand même que, je le rappelle, les collectivités territoriales votent des budgets à l'équilibre. Il ne faut pas tomber dans la surenchère. C'est la loi qui nous l'impose. Nos budgets de fonctionnement sont à l'équilibre. On contribue pour 70% à l'investissement public, et on compte que pour 7 à 9% de la dette publique. Ouais. Donc ce que fait Christelle Morançais est en effet courageux, et je crois en effet qu'elle sera reconnue pour ce qu'elle fait, comme ce que nous sommes en train de faire dans les régions, c'est-à-dire passer au peigne fin les subventions, mais en effet avec des marges qui sont assez réduites sur les personnels, compte tenu de ce que je viens de dire sur la structure de la masse salariale dans les régions. On marque une pause et on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble pour commenter cette actualité bien agitée avec la censure. C'est évidemment le sujet que nous allons développer tout au long de l'heure qui vient avec Jean-Christophe Gallien, politologue, conseiller en communication, David Marguerite, vice-président de la région Normandie, président de l'agglomération du Cotentin, Sophie de Menton, chef d'entreprise et présidente du mouvement éthique, et Rafik Smati, chef d'entreprise, président du mouvement Objectif France. Et je rappelle votre dernier livre, Le Nouveau Temps, comment reprendre le contrôle à l'ère de l'intelligence artificielle, qui est paru chez Erol. Et nous avons notre gagnante, la gagnante du Grand Sapin Sud Radio. C'est le moment pour vous d'ouvrir votre cadeau. Bonjour Nadège. Bonjour. Bonjour, vous nous écoutez tous les matins ? Oh, très souvent, parce que je travaille, je suis en voiture, et donc très souvent. Bon, très bien. Vous nous appelez de Colomiers. C'est ça, à côté de Toulouse. À côté de Toulouse, très bien. Mais écoutez, vous avez été sélectionné parce que vous étiez le 3e appel. Et derrière ce chiffre, vous gagnez un casque Bluetooth offert par Sud Radio et la Confédération des buralistes. Et comme ça, vous pourrez écouter Sud Radio en toute tranquillité, non pas dans votre voiture parce que c'est interdit, mais si vous faites du jogging ou si vous êtes chez vous, voilà. Vous allez le garder ou vous allez l'offrir ? Je pense que je vais le garder parce que j'en ai pas. Très bien, c'est bien. Il faut commencer à se faire des cadeaux à soi-même. C'est ça. Merci beaucoup Nadège. Passez une bonne journée à l'écoute de Sud Radio, et le Grand Sapin continue jusqu'au 27 décembre. Oui, même après Noël, vous pourrez gagner des cadeaux. Restez connectés toute la journée pour doubler vos chances, et même vous pouvez vous connecter sur nos réseaux sociaux. Allez, on se retrouve. On se retrouve tout de suite, c'est maintenant. L'ascension, on va continuer rapidement le tour de table de ce qui a retenu votre attention. David Marguerite, c'est un coup de gueule ? C'était un coup de gueule. Alors d'abord, bravo Valérie et à Sud Radio de parler de calendrier de l'Avent, de sapin de Noël, ça fait du bien. Ça aurait pu être mon coup de gueule sur ce qui s'est passé. Et puis au moins, il y a Saint-Denis où on ne souhaite pas de joyeuses fêtes, de joyeux Noël, où on parle de bel hiver. J'ai hésité d'ailleurs avec ce coup de gueule pour tout vous dire. Mais finalement, j'en ai choisi un autre. L'UDP, qui représente les petites entreprises, publiait un indicateur de la conjoncture économique des petites entreprises hier, avec une dégradation très significative, puisque l'activité des petites entreprises
recule d'1,6%, ce qui est beaucoup, et ce qui est à mettre en relation avec les défaillances des grandes entreprises. On parle beaucoup des plans sociaux dans les grandes entreprises aujourd'hui et du taux de chômage qui est en train de remonter. Je voyais que le taux de chômage chez les jeunes est à plus de 20%, il est à 15% à l'échelle de l'Union européenne, on est à 6 points de plus et il augmente de façon très, très forte. Mais l'alerte qui a été lancée hier par l'UDP doit nous interpeller au moment où on va en parler. Le spectacle politique semble complètement dans le déni. Et déconnecté. Et complètement déconnecté par rapport à ceux qui font tourner la Maison France, qui y croient encore et qui sont aujourd'hui dans une situation d'attentisme complète, qui ont des difficultés pour tout simplement accéder au financement, pour pouvoir investir, qui ne savent pas que faire. Moi, je vois sur mon territoire du Cotentin qui est préservé j'ai la chance d'avoir un territoire qui est préservé par la crise économique. On est le territoire de France qui crée le plus d'emplois industriels et qui a des perspectives très fortes. Mais néanmoins, sur mon territoire aussi, moi j'entends les entreprises du bâtiment et des travaux publics dont l'activité recule de près de 5%, qui sont extrêmement inquiets. Parce que les décisions aujourd'hui, l'incertitude politique, tout est gelé. Et que, en réalité, le spectacle auquel on assiste, et encore une fois on va y revenir, mais est un spectacle qui amplifie la crise. Et moi je me demande, parce qu'il y a dans les déclarations d'hier, personne ne parle de ça. Personne ne parle de la réalité des entreprises. Personne ne parle de la réalité des salariés aujourd'hui qui s'apprêtent à passer des fêtes de Noël avec ce niveau d'incertitude et des perspectives économiques qui sont de plus en plus sombres. Alors je m'étonne d'ailleurs parce que probablement qu'on a eu le sentiment pendant des mois de vivre avec une situation économique très favorable, parce qu'il n'en est rien en réalité. Ça pouvait donner le sentiment d'être mis à l'actif du macronisme. On pouvait se dire les indicateurs sont bons. En réalité, ils se dégradent de façon très rapide. Très nette, avec des perspectives très sombres. Donc oui, c'est un coup de gueule pour dire stop au déni et un peu de décence dans les déclarations politiques depuis hier par rapport à la réalité que vivent les Français sur les territoires et en particulier des chefs d'entreprise qui, encore une fois, font tourner le pays aujourd'hui. Ouais, mais on va y revenir, mais c'est vrai que le grand cirque auquel on assiste, les Français doivent être ils sont très inquiets. Oui, alors, le cirque médiatique aussi. Et comme le disait Rafik, oui, non mais attendez, on se précipite dessus, c'est non-stop de mettre des gens qui se battent sur les plateaux. C'est terrible. Moi, ça déprime complètement. Les gens me disent je n'ouvre plus la télé. Et en réalité, juste pour dire que les gens sont quand même beaucoup plus responsables que ce qu'on vient de dire. Moi, je suis vraiment votre coup de cœur, je le partage complètement parce que les gens attendent de la responsabilité. Ils sont très inquiets en réalité aujourd'hui et ils sont prêts à faire des efforts en réalité. Quelle que soit leur tendance. Non, mais ça dépend qui, parce que vous parlez de gens qui sont prêts à faire des efforts. Oui, alors Christelle Morançais, très bien. La réalité, c'est que c'est aussi quelque chose qui est discuté au niveau des territoires. Vous le savez, vous êtes des acteurs territoriaux. Qu'est-ce que l'emploi en France aujourd'hui ? Si vous allez à Montpellier, si vous allez, alors laissons Toulouse, mais si vous allez à Saint-Etienne, on en parlait tout à l'heure, si vous allez à Grenoble, si vous allez peut-être pas à Cherbourg, mais en tout cas à Rouen ou ainsi de suite, les premiers employeurs aujourd'hui en France, si vous vous promenez en Europe, les premiers employeurs en France, c'est... D'abord, vous avez un centre hospitalier régional en général, la métropole ou la grande capitale de la région, puis ensuite vous avez les services déconcentrés de l'État, et puis on peut rajouter tout ça. Aujourd'hui, c'est l'emploi public qui, dans ce pays, si vous voulez, qu'on a acheté, d'ailleurs c'est de l'emploi qu'on a acheté, on continue à le faire, constitue malheureusement la grosse base des emplois, en province en particulier, je dis sortie de l'Île-de-France. Et encore en Île-de-France, il faudrait regarder quel département pourrait être concerné par cette affaire. Donc il faut faire très attention, je dis pas qu'il faut les garder, je dis simplement qu'on a une dérive, si vous voulez, dessus qui est très importante et qui masse la réalité. La réalité, c'est qu'effectivement, depuis des mois et bien avant les indicateurs d'aujourd'hui, on pouvait suivre qu'après le moment où on s'est goinfré, si vous voulez, en France, de quoi qu'il en coûte, qui a largement euphorisé tout le monde parce qu'effectivement, on a acheté de l'activité alors que dans d'autres pays très voisins, on continuait à se battre, en gros, si vous voulez, tous les jours par rapport à ce que nous, on vivait, un réel qui n'était pas le réel de la vie économique. Partout en Europe, on s'est dopé à des subventions, on s'est dopé à des aides d'État qui ont certainement changé une partie du destin, mais qui n'ont fait que le repousser. Aujourd'hui, on paye encore davantage. Ce moment qui a été un moment de tromperie, et là, les acteurs économiques ont pris aussi leurs responsabilités. Vous savez, quand l'emploi de vos salariés, il est payé par un système de chômage partiel, quand vous-même, vous, parce que vous avez des activités particulières, vous obtenez des subventions qui sont à la fin quelque chose qui vous change la manière de créer votre entreprise ou de l'animer, parce que finalement, en fermant le rideau, vous gagnez plus d'argent, votre chiffre d'affaires devient votre marge. C'est pas possible, ça n'existe nulle part, et ni aux États-Unis, dans le monde comparable en Europe, et ainsi de suite. Donc, on est face à une réalité qui a commencé bien plus tôt. Donc, le mensonge d'État sur les finances publiques,
qui est lié à ça, il a existé, il est toujours là. J'aimerais d'ailleurs qu'on aille au bout de ce travail, parce que celui qui est en cause, c'est pas simplement Monsieur le maire, c'est pas simplement Monsieur Attal, c'est pas simplement Madame Borne, c'est Édouard Philippe qui est pas très loin de, voilà, c'est Emmanuel Macron évidemment. Il faut aller au bout de cette affaire parce qu'on a raconté des histoires. Quand même. On a raconté des histoires. Bon. Évidemment, c'est ensemble. Après, derrière, vous avez un mensonge sur la situation économique, et ça, il est réel depuis un certain nombre de mois où on vous dit que tout va bien. Quel type d'emplois ont été créés? On vous dit qu'il y a de l'emploi qui a été créé en France. Qu'est-ce que c'est quoi le type d'emploi? Est-ce que c'est des emplois à la Hartz en Allemagne, où il y a quelques années, on avait créé une partie d'emploi avec des contrats très courts, des gens qui n'avaient pas les mêmes droits que les autres et qui ont fait qu'on a cru pouvoir s'adapter à la mondialisation en internalisant cette mondialisation en Allemagne. Eh bien, c'est un peu ce qui s'est passé. On a menti sur la réalité et la qualité des emplois qui ont été créés. On a menti sur la qualité et la réalité des emplois qui ont été créés dans le privé, mais on a menti aussi sur la qualité et la réalité des emplois qui ont été créés dans le public et qui ont été de l'emploi acheté. Vous avez dit ça. Et donc, en réalité, on a deux mensonges qui sont. Et si, on a deux mensonges qui ont réalisé. C'est un, qu'on a trompé le monde sur la gestion des finances publiques, et ensuite qu'on a raconté des histoires sur l'activité économique qui est tout à fait aujourd'hui en difficulté parce qu'elle a commencé il y a beaucoup plus de mois qu'on se comptait. Un mot, chacun, je pense que vous qui êtes chef d'entreprise. Je pense que vous mélangez beaucoup de choses. En réalité, c'est ce que je vis. Est-ce que la politique de l'offre menée depuis maintenant quelques années a porté ses fruits? La réponse est oui. Mais quel type d'emploi? Dites-moi. Et vous avez eu 2 millions d'emplois qui ont été créés en France ces dernières années. Dites-moi. Largement des CDI. Et toutes les études, et notamment de l'INSEE, vous le démontrent. Quel type d'activité? À quel niveau d'emploi? S'il y a un problème. À quel niveau d'emploi? En grande partie dans les services, et aussi, figurez-vous, dans l'industrie. Et jamais dans l'histoire de ces 20 dernières années, la France n'a autant exporté qu'elle ne l'a exporté ces dernières années. C'est loin d'être suffisant, évidemment, parce que le déficit du commerce extérieur est une catastrophe, mais même l'export est en train de se reprendre. Non, s'il y a un angle mort de la politique qui a été menée ces dernières années, c'est pas celui de la politique de l'offre et de la stimulation économique. Le taux d'emploi en France est au plus haut depuis 1975. Il est au plus haut depuis 1975. Le type d'emploi. Le problème aujourd'hui. Oui, mais là vous mélangez tout. Le problème aujourd'hui. Le problème aujourd'hui. Vous allez voir que c'est très différent. C'est très différent. Le problème aujourd'hui, c'est que la politique de l'offre qui a été bonne pour l'économie n'a pas été financée. Et ça, c'est un tout autre problème. C'est-à-dire qu'on a mis une politique de l'offre qui a clairement stimulé l'économie de notre pays, qui a fait venir des investisseurs du monde entier. La marque France a été réhabilitée. Le vrai problème n'est pas ce que vous dites. Le vrai problème, c'est que rien de ça n'a été financé. Dans quel type d'activité? Allez-y, décrivez-moi plutôt que de raconter, de continuer à raconter ce qui a été raconté depuis des mois. Dites-moi quelles entreprises ont investi dans des vrais centres de recherche, dans des usines en France. Allez-y, dites-moi, faites-moi la liste, parce que là, c'est un verbe qu'on a entendu depuis des mois. Vous sous-estimez, cher monsieur. Demandez à nos amis européens ce qu'ils pensent de nous. On n'entend rien. Stop. On n'entend rien. Vous sous-estimez ma maîtrise des dossiers. Je ne sais pas pour qui vous me prenez, mais je maîtrise les sujets mieux que vous le croyez. Les marques. Par exemple, parlez-moi des marques. Par exemple, 5 méga-usines de batteries. Voilà, du rachat, c'est pas de la création d'activité. 5 méga-factories de batteries qui sont en train de sortir des Hauts-de-France. Dedans. Des ingénieurs, des ouvriers, privé, des machines. mais ça c'est l'avenir. C'est largement de l'emploi privé. La France, Paris, qui est en train de devenir l'un des pôles majeurs de l'intelligence artificielle. OpenAI, le grand de l'intelligence artificielle, vient de créer un centre. Absolument. En Europe. Vient de créer un centre de recherche à Paris. Facebook a mis ses études de recherche-développement à Paris. Ça. Non mais je peux vous en citer plein. Oui, mais maintenant, si Valérie nous donne une demi-heure pour que je vous fasse le relevé, je peux vous faire. Mais ne sous-estimez pas, je vous trouve très arrogant, ne sous-estimez pas la maîtrise des dossiers que vos interlocuteurs peuvent avoir. Je ne parle pas de vous, je parle de la communication qui a été faite dans ce pays et qui a raconté une très belle histoire qui n'est pas tout à fait la réalité. Je ne parle pas de vous, monsieur en particulier, je ne vous connais pas assez pour pouvoir. C'était ce que vous avez dit au début de l'intervention. On est sur un plateau de radio, on n'est pas dans une conférence, si vous voulez. Et donc c'est normal que à ce moment-là, je vous demande effectivement de parler des marques, parce que la réalité, c'est que on est sur des marques qui ont posé des centres de recherche, des petits endroits, mais la réalité, c'est que l'effort n'a pas donné de résultat. Allez, alors vous n'êtes pas d'accord, vous ne vous mettrez pas d'accord, mais on va marquer une pause. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, la censure, pas censure. Ce matin, il y a quand même une petite inflexion parce que est-ce que le RN va vraiment voter cette motion de censure? Le texte déposé par LFI, donc de cette motion que voterait le Rassemblement national, est fait pour que le RN ne le signe pas. Donc le RN va déposer sa motion de censure que le LFI ne pourra pas signer et que le PS va rejeter. Donc peut-être que Michel Barnier passera l'hiver, mais c'est vrai qu'il y a des termes qui sont inacceptables pour le Rassemblement national dans le texte qui a été présenté par le nouveau Front populaire. Je vous cite: alors qu'une large majorité de nos concitoyens a fait le choix du barrage à l'extrême droite, le Premier ministre a cédé à leurs plus viles obsessions avec une nouvelle loi immigration qui poursuivrait la faillite morale et politique, etc. Une remise en cause de l'aide médicale. Donc, on se demande quand même où est l'intérêt du pays, David Marguerite, dans tout ça. C'est lamentable, la séquence. Honnêtement, c'est une séquence lamentable. Je le disais tout à l'heure, complètement déconnectée par rapport à la réalité. Sur la stratégie de Marine Le Pen, honnêtement, moi, j'ai du mal à la comprendre. Je pense que les Français aussi. Qu'elle soit dans une stratégie de négociation, tout le monde peut le comprendre. Qu'elle soit dans une stratégie de surenchère, qu'elle mette des ou qui se transforment en et entre les retraites, le déremboursement des médicaments et qu'on donne le sentiment que c'est jamais assez, c'est autre chose. Mais que Marine Le Pen s'apprête, peut-être, certainement, moi je vois pas comment elle va pouvoir changer de discours radicalement en 24 heures en ayant envoyé tous ses lieutenants ce matin sur les plateaux de télé et de radio pour dire la même chose. Mais qu'elle puisse s'apprêter à voter une motion de censure avec ceux-là même qui, il y a quelques jours, proposaient d'abroger le délit d'apologie du terrorisme, une motion de censure qui la cible nommément, qui parle de barrage à l'extrême droite, vous le rappeliez, Valérie, qui parle des obsessions du Rassemblement national. Pour un électeur, pour nos concitoyens, c'est complètement incompréhensible, et en particulier pour des électeurs qui l'ont rejoint et qui votaient pour la famille politique que je représente aujourd'hui, c'est-à-dire la droite et le centre plus classique, qui aujourd'hui ont choisi de voter le Rassemblement national pour des raisons légitimes, etc., parce qu'on les a déçus, mais qui sont profondément attachés à l'ordre, qui sont attachés à la gestion rigoureuse des finances publiques. Je ne vois pas comment ils pourraient pardonner et comprendre une décision politique de responsable aujourd'hui qui nous explique que finalement la situation du pays, elle est très grave, mais qu'on va encore plus l'aggraver en votant avec ceux qui sèment le chaos dans le pays. Et encore une fois, il y a quand même elle va voter avec Mathilde Panot. Hein. Il y a quelques jours, il nous expliquait que l'apologie du terrorisme, c'était un délit qui devait être retiré du code pénal. Je suis évidemment d'accord sur tout ce que vous dites à la virgule près, sauf que voter contre quelque chose ne veut pas dire être allié avec ceux qui votent contre cette chose. Mais il faut voter la motion, c'est écrit ça quand même. Oui, mais c'est écrit sur la motion. Vous votez, elle vote contre, elle l'a quand même clairement dit, elle vote contre le plan de finances de Michel Barnier, elle vote contre, elle l'a explicité. Alors, si vous votez contre quelque chose, ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec les imbéciles qui votent aussi contre quelque chose. Elle avait obtenu des garanties qui pouvaient, à mon avis, sur le plan stratégique, la sortir au centre du jeu et donner le sentiment qu'elle était raisonnable. C'est un autre sujet. Qu'elle ait eu tort, c'est un autre sujet. Moi, je suis d'accord avec vous, elle a eu tort. Mais ça ne veut pas dire du tout qu'il y a le moindre rapport avec... Il faut voter un texte concrètement sur la motion. Elle va voter un texte dans lequel c'est écrit le barrage à l'extrême droite, l'aide médicale d'État. Ça va être écrit dedans, c'est écrit sur la motion déposée. C'est écrit noir sur blanc. Mais sur donc, il tend une perche à Marine Le Pen. Le comportement de Marine Le Pen hier, je pense, fera basculer l'opinion parce que il a quand même cédé beaucoup de choses. Hein. Je suis d'accord. Michel Barnier, il a cédé l'AME, la taxe sur l'électricité, la proportionnelle. Et puis elle a demandé encore plus. Elle a rajouté ce que vous disiez, un ou et un et c'est vrai qu'elle a toujours voulu plus et que ça risque de se retourner contre elle à un moment. Moi, je vous avoue qu'hier, j'ai maintenu l'idée qu'il n'y aurait pas de vote de censure par dépôt de motion. Au final, le maintien de la motion, et je pense qu'on a jusqu'à mercredi pour voir si elle est maintenue, parce qu'il y avait une négociation qui était en cours, qu'effectivement, dans ce système parlementaire ou reparlementarisé, c'est une manière de fonctionner. Voilà, on joue avec les arguments, avec les moyens, les outils, les armes qu'on a. Et dans ce cas de figure, hier, la déclaration a été assez froide. Je suis moins d'accord avec vous sur ce qu'elle a obtenu.
Je pense que Michel Barnier et son équipe ont joué une partie qui était effectivement un peu moins. On a beaucoup parlé de l'AME, mais quand on regarde à l'intérieur ce qui a changé, c'est pas grand-chose. Non, il a faussement cédé. Voilà, exactement. Il a faussement cédé. Et je crois qu'hier, elle l'a déclaré de manière assez forte et c'est assez habile dans le cadre de la négociation. Donc maintenant, on va voir ce soir, il parle. On va voir lui qui parle de ce soir. On va bien voir ce qu'il va déclarer. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il dise? Il peut pas revenir. Il je peut pas pense revenir sur qu'il le veut texte. prendre à témoin l'opinion. Il ne peut pas revenir sur le texte. Non, il peut pas revenir. Lui, ils peuvent changer juste quelque chose qu'il voulait après, derrière, par rectification, peut être d'autres types d'engagements. Ce que je ne comprends pas chez Marine Le Pen, hormis l'idée que effectivement l'agenda judiciaire a quand même créé un moment politique particulier qu'ils n'ont pas bien apprécié. Donc il y a une grande naïveté du Rassemblement national sur l'abord de ce procès, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas politisé le procès, ce qui est à mon avis une grave erreur, et que donc là aujourd'hui ils se trouvent dans une situation où ils voient des études qui pour une fois, c'est pas des sondages, c'est des vraies études sur lesquelles les Français ne sont pas si hostiles que ça à l'idée qu'on sanctionne le gouvernement. C'est-à-dire que c'est assez clair, et notamment dans leur client électoral, dans leur clientèle électorale à eux, ils ont travaillé assez en profondeur pour une fois, ils ont été cherchés pour voir si effectivement, ça avait. Donc, elle est dans l'ambiguïté entre ce que vous disiez, c'est-à-dire en gros, voilà, c'est la période des fêtes. Moi, j'ai pas compris. Je comprends pas comment on peut faire ça. Au moment où on a une trêve parlementaire, une trêve politique en général, quel que soit le moment, même en ce moment-là, même si vous rendez service à Emmanuel Macron, même si vous voulez. Donc, en réalité, on est face à la fin de l'année. On veut pas avoir un pays sans Premier ministre, en pleine incertitude politique. On l'a dit tout à l'heure, ça crée ensuite de l'incertitude fiscale, régulatoire. Nos partenaires français, étrangers, ainsi de suite sont bas. La réalité, c'est qu'on peut pas penser que ce soit un bon choix. Mais elle s'est retrouvée dans une situation où finalement ils avaient en face d'eux des électeurs et des sympathisants et des fans du Front de Rassemblement national qui leur disaient mais où êtes-vous? Êtes-vous dans l'opposition? Êtes-vous et derrière donc LFI parce que finalement vous avez fait prendre la place par des gens qui sont plus agressifs que vous? Ou est-ce que quelque part vous avez des gens et vous accompagnez Michel Barnier, les Républicains, ainsi de suite? Conseil en communication, elle fait quoi? De mon point de vue, elle ne devrait pas voter parce que demain, si vous voulez, si elle vote, quelle que soit la motion, et d'ailleurs, ça lui rend service, entre parenthèses, parce qu'il n'y a pas de motion de censure qui va passer. Et la réalité à ce moment-là, c'est que si elle votait la censure demain, elle souffler dans les voiles de la France insoumise en réalité. Les seuls vainqueurs demain, c'est la France insoumise qui est gagnée sur la déstabilisation. Ce qu'elle ne fait pas, c'est qu'elle est capable de dire à ce moment-là que la négociation continue, qu'elle est dans un système et qu'elle a largement le temps, au mois de février, au mois de mars, d'appuyer sur le même bouton. Au moins, elle le souhaitera dans un autre contexte. Il faut que Barnier lui tende la main. Aujourd'hui, c'est compliqué. Alors, on marque une pause et je vous donne la parole dans un instant. Rafik Smati, Christian de Villeneuve qui nous écoute. Dit Marine Le Pen est en train de perdre la future présidentielle en pratiquant la politique du pire. Elle va écœurer l'électorat modéré qui l'avait rejoint récemment. Je pense qu'il a entièrement raison. On se retrouve dans un instant avec vous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Nous, Rafik Smati, voilà, sur la situation. Avec motion de censure vraisemblablement du Rassemblement national. Comment vous comprenez-vous l'attitude de Marine Le Pen qui va provoquer une forme de chaos, effectivement? Écoutez, moi je comprends l'attitude de pas grand monde. Je comprends pas l'attitude du président de la République qui est dissous. Je comprends pas l'attitude de Marine Le Pen. Enfin, on est aujourd'hui dans un océan de médiocrité et d'incompréhension. Je voudrais quand même alerter vos auditeurs sur quelque chose qui me paraît fondamental, c'est que pendant que nous, là, on est en train de parler de motion de censure, on est en train de... Enfin, quand je dis on, c'est une grande partie, malheureusement, du spectre politique sont dans la démagogie la plus crasse, qui passe par la haine des entreprises, etc. Pendant ce temps-là, les États-Unis sont en train de préparer l'envoi d'un homme sur Mars en 2030. Pendant ce temps-là, cette semaine, la Chine a lancé les premiers taxi-drones opérationnels. C'est-à-dire que c'est pas un projet, c'est pas un concept, c'est un truc qui est en fonctionnement. Et pendant ce temps-là, vous avez l'intelligence artificielle, dont ChatGPT vient de fêter ses 2 ans, qui est en train de tout bousculer et qui va, dans les quelques semaines, mois, années à venir, qui va transformer radicalement notre rapport à l'économie, notre rapport à l'éducation, notre rapport au travail. On se pose la question de savoir si on va être remplacé par des robots ou pas, et comment nos entreprises, comment nos structures sociales vont devoir s'adapter. Voilà, mesdames et messieurs, l'enjeu politique du moment. Oui, mais alors voici quels sont les enjeux politiques du moment. Et quand je vois aujourd'hui que dans le spectre politique qui se regarde le nombril, parce que c'est de ça dont il s'agit. Vous savez, quand on est dans une entreprise, on est confronté au réel. On est confronté au réel dans ce qu'il a de plus génial, mais ce qu'il a aussi de plus difficile. Eh bien, je peux vous dire que quand on regarde, et surtout en ce qui me concerne, qui suis dans un secteur d'activité qui est la tech, donc je m'intéresse
je m'intéresse de très près à toutes ces questions-là, mais je me dis, mais attendez, mais on est en train de devenir fou. On est en train, nous, la France, et singulièrement l'Europe, parce que c'est pas forcément mieux à côté de chez nous, on est en train de se suicider. Et comment on peut se suicider à ce point en connaissance de cause? Le monde est en train de changer, et nous, on regarde ailleurs. C'est une atmosphère, c'est une atmosphère de décadence. C'est une atmosphère de décadence et qui s'apparente à la discussion du sexe des anges pendant la chute de Byzance. On est tous d'accord, mais comment on arrête ça? Parce que ce sont des électeurs qui ont, et je voudrais terminer, ce sont quand même les électeurs qui ont voté comme ça. D'ailleurs, on a truandé, moi je pense, leur élection en faisant des fronts. C'est-à-dire que l'ancien Premier ministre... Non, mais si, ça joue. Non, mais ça nous ramène en fait au grand responsable de ce chaos, c'est Emmanuel Macron. C'est quand même lui qui nous a mis dans cette situation avec cette dissolution. Pas seulement, je pense qu'on a... Même, je suis tout à fait d'accord sur l'idée qu'on a aujourd'hui une offre politique. Parce qu'on parle de chef d'entreprise. On peut être un chef d'entreprise en politique aussi. Si vous regardez ce qui s'est passé aux États-Unis récemment, la victoire de Donald Trump, c'est pas parce qu'il est chef d'entreprise, c'est un travail en profondeur. C'est un travail de gain de marché. C'est du travail de développement politique. Si vous regardez ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, pour prendre quelque chose du coup opposé, à gauche les travaillistes, avec un mode de scrutin très particulier, c'est un travail de développement politique de 10 ans. Ils ont travaillé comme des chefs d'entreprise pour le coup, pour gagner un marché, pour s'installer, pour se battre contre les autres. En France, on a quoi? En France, on a quoi? Aujourd'hui, on a 13 groupes à l'Assemblée nationale. Et surtout, on a peut-être 10 partis politiques qui sont des écuries présidentielles. Ils ne sont pas des partis politiques, c'est des gens qui, l'idée par un certain nombre de personnalités, qui n'ont comme obsession, comme maladie que l'élection présidentielle. Ils ont tous envie, même Gabriel Attal dit j'ai un rendez-vous avec les Français. Il a été Premier ministre pendant 6 mois, il a 35 ans, c'est pas un problème d'âge si vous voulez, mais il faut prendre un peu plus de recul, un peu de temps. Il devrait penser comme vous, il devrait penser à autre chose. Et en réalité, c'est ça le problème, c'est qu'on a des gens qui sont en format présidentiel et qui ne pensent qu'à ça. Après, vous avez 2 partis. Un parti, c'est pour ça que je dis quand même qu'en France, il y en a un qui parle, qui fait du développement politique. On parlait de LFI tout à l'heure. Alors oui, certes, ils sont fous, certes, ils sont idéologues, tout, mais eux, ils travaillent la rue physique, la rue digitale, ils ont des cibles, ils ont des géographies, ils ont un marché qu'ils veulent travailler, ils l'ont théorisé, ils savent exactement ce qu'il faut faire pour progresser politiquement. Et vous avez un autre parti qui a une grosse puissance en face, mais qui lui a un moteur de puissance énorme, on l'a dit, la Assemblée nationale, 11 millions de personnes, ça c'est un moteur de puissance en politique, mais qui aujourd'hui avait oublié qu'il fallait aussi travailler un peu plus et donc créer le moteur de conversion pour ensuite électoralement avoir cette traduction et cette version qui lui permettent de gagner éventuellement une élection. Aujourd'hui, vous avez donc 2 partis qui sont les partis qui travaillent le plus, et au milieu, vous avez des écuries présidentielles qui sont ramenées à leur plus simple expression, et c'est dommage pour ce pays parce qu'on ne parle que de ça, et ils sont tous malades de ça. Et l'Assemblée nationale est malade de ça aujourd'hui. Alors, David, je voudrais avoir un mot un peu positif, parce que je voudrais tempérer ce que vous avez dit tout à l'heure. Je suis complètement d'accord, je pense qu'on partage tous ce point de vue. Macron est doublement responsable. Il est responsable, 1, du chaos politique, il faut le rappeler, et 2, du désastre financier et du mensonge d'État sur les finances publiques, dont on sait quelles sont la cause de la dissolution. Maintenant, je voudrais quand même dire qu'il y a des raisons d'espérer, et notamment pour les auditeurs qui nous écoutent et qui sont probablement accablés, qui s'apprêtent encore une fois à passer des fêtes de Noël comme nous tous, en se disant que la situation est décidément... Avec une campagne pour déconsommer en plus. Oui, exactement, qui est décidément... une période qui est décidément très grave pour le pays. Tous les élus sont pas pareils quand même. Il y a des raisons d'espérer au niveau national. En parlant de Christelle Morançais. C'est juste, mais je voudrais insister un peu sur les élus. Mais je voudrais, alors quand même, moi je pense qu'ils peuvent encore agir sur le réel. On l'a vu, alors 2 exemples sur le plan national. On a dans un gouvernement, et c'est pour ça que moi j'ai aussi un sentiment de gâchis aujourd'hui, des ministres qui tiennent la route. On a pour la première fois depuis des années un ministre de l'Intérieur qui change complètement le discours, qui met des mots sur des réalités, on ne l'entendait plus, et qui passe des consignes aux préfets dont eux-mêmes disent qu'elles sont très claires. Deuxième exemple, on a un autre ministre dont on commence à parler qui s'appelle Alexandre Portier, qui est ministre de la réussite scolaire, qui a la semaine dernière dit au Sénat et qui n'a pas retiré une ligne dans ce qu'il a dit sur le wokisme et sur la théorie du genre à l'école, et qui fait un boulot très fort sur l'orientation. Et puis on a des milliers d'élus locaux quand même qui sont les mains dans le cambouis, qui paient aujourd'hui au prix fort la crise politique aussi, parce qu'ils sont en train de construire des budgets. Nous on est en train de voter nos budgets dans les collectivités locales sans avoir aucune indication sur les dotations qu'on va avoir l'année prochaine, et on prend des mesures conservatoires. Et là pour le coup c'est dur sur le terrain, parce que là on est au contact avec la réalité. Nous on les entend, les chefs d'entreprise, nous on entend l'inquiétude des gens, et je voudrais pas que tous les élus aujourd'hui soient dans le même panier. Encore une fois, je crois qu'il y a des raisons d'espérer. Je pense qu'en revanche il y a un vrai problème pour la France, il s'appelle Emmanuel Macron, il pose un problème au pays. Il y a une solution, c'est David Lisnard, c'est ma solution. Il y en a d'autres, mais en effet il tient un discours comme mais Laurent est-ce Wauquiez. Que le but ultime de Marine Le Pen, enfin on en parle beaucoup sur tous les plateaux, c'est la démission d'Emmanuel Macron. Vous l'avez eu hier, vous avez à 10 minutes d'intervalle, 2 verbatims qui
confirme ce qu'on entend, une musique qu'on entend depuis un certain temps. C'est-à-dire, en gros, la responsabilité, c'est pas Michel Barnier, c'est pas Gabriel Attal, c'est Emmanuel Macron. Et vous l'avez très bien dit, celui qui appuie sur le bouton de la dissolution au moment où il appuie, au moment de la célébration et du comptage des voix d'une élection dans laquelle on est une circonscription parmi 27 circonscriptions européennes. En plus, il le fait au moment où c'est pas l'élection française, c'est l'élection européenne. Non, mais bien sûr, je dis pas rien ne peut l'obliger à partir. Non, rien ne peut l'obliger. Il a toute légitimité. S'il part. Mais si vous voulez, hier, il y avait cette espèce de musique qui était là. Et Emmanuel Macron, on peut imaginer avec lui beaucoup de choses. Même l'idée qu'il a fait travailler autour de lui des constitutionnalistes sur l'idée comment pourrais-je avoir la capacité de me représenter, de jouer là-dessus. Donc, on est dans un moment où on ne sait pas ce qui peut se passer. Vous avez raison, les boussoles se sont agitées. Nos boussoles s'agitent. Alors, pas seulement en France, c'est partout dans le monde aussi. Il faut le reconnaître. Il y a pas. Si vous passez le Rhin, vous allez en Allemagne, c'est pas très bon. Sauf que M. Scholz reste chancelier jusqu'à la prochaine élection et qu'ensuite on va voir ça tranquillement. Donc, c'est vrai qu'on a quelque chose qui aujourd'hui est déboussolé et donc on peut s'attendre à beaucoup. Et pas simplement l'idée que Emmanuel Macron va rester jusqu'en 2027. Marine Le Pen, il y a 5 minutes, a publié un message sur X. Je m'interroge sur le souhait de la gauche de voir ce budget censuré qui insulte ceux qui peuvent la voter. Peut-être souhaiterait-il que ce budget s'applique au pouvoir pour pouvoir bénéficier du chaos qu'entraînerait ce budget sur le plan économique et social. Nous, en tout cas, nous ne sommes pas dans cette stratégie et nous votons avec comme seul intérêt la défense des Français. Donc elle est plus ou moins en train de dire qu'elle votera malgré le texte et les propos indignes, enfin inacceptables pour le RN. Oui, je voudrais quand même dire qu'aujourd'hui, le problème de notre pays, parce qu'on parle beaucoup de la situation financière, qui est certes calamiteuse, qui est dramatique, les déficits sont ce qu'ils n'ont jamais été, la France vit largement au-dessus de ses moyens, etc. Mais la crise que nous avons aujourd'hui n'est pas la conséquence, la méfiance qu'ont les marchés vis-à-vis de nous, et notamment les investisseurs étrangers, n'est pas liée à la situation économique de la France. D'ailleurs, vous avez vu le verdict de Standard & Poor's qui a été très bon. Ils n'ont même pas mis de réserve. Non, mais ils n'ont même pas mis. Ils auraient pu mettre une perspective négative. Ils ne l'ont pas fait. C'est-à-dire qu'ils ils sont restés sur le statu quo. Donc, ce qui veut dire que la question que nous avons aujourd'hui, malgré toutes les dramaturgies qu'il y a autour de nos dépenses publiques, le vrai sujet aujourd'hui, il est politique. Ce qui discrédite la France aujourd'hui, ce n'est pas l'état de nos finances publiques, c'est l'état de ce psychodrame politique qui est entretenu, et il faut les nommer par la France Insoumise et par le Rassemblement National. Comment les dire qui en réalité n'aiment pas la France. Parce que j'affirme que ceux aujourd'hui qui aspirent à un désordre, à un chaos, ne peuvent pas, de bonne foi, dire « nous sommes patriotes ». C'est pas possible. D'accord. Et comment on les vire ? Ça se passe par une élection. Tous ces politiques, cette classe politique. Encore, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Les Français peuvent voter. D'ailleurs, ils ont voté. Ce que vous avez dit donne ce résultat. Maintenant, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est l'instabilité politique et ses conséquences, parce qu'on n'a pas de lisibilité. Quand vous êtes dans une entreprise et quand vous êtes partenaire de la France à d'autres niveaux, même géopolitique, même européen, vous avez besoin d'avoir un minimum de lisibilité. C'est quoi ? C'est quel est l'agenda ? On est un des moteurs de ce continent, de l'Union européenne. Vous avez notre voisin qui n'est pas notre grand ami du moment, mais quand même qui est en difficulté lui aussi. On a une Espagne qui... Voilà. On est dans un contexte. Regardez, Monsieur Barnier devait partir jeudi pour une visite officielle en Italie. L'Italie aujourd'hui, contrairement à ce qu'on peut raconter, s'est stabilisée, a plutôt réussi quelques tours de force, en tout cas sur le plan économique. Ils ont toujours été agiles. 4e exportateur mondial. Exactement. Sur le plan des finances publiques, ils ont fait un gros effort. Ils ont reçu un gros chèque de l'Union européenne, et ce qui a permis de tenir Madame Meloni dans ses ambitions à d'autres niveaux. Mais en réalité, ça tient la route. On va proposer quoi ? On va dire Monsieur Barnier ne peut pas venir parce qu'il a été démis. C'est pas ça la France. C'est pas tout à fait ça la France. En tout cas, de ces 20 ou 25 ou 30 et même 40 ou dernières années. Donc on est face à un moment où tout le monde voulait ce régime parlementaire. Tout le monde veut ce parlementarisme. C'est ça qu'on vit. Le parlementarisme, c'est les changements de gouvernement. C'est les premiers ministres qui tombent et qui repartent. Ils peuvent revenir. Michel Barnier peut revenir demain. Les conséquences de la censure, ça va être quoi ? Pas de budget pour la France. Non, on reprend. Alors, on peut voter pour retrouver le budget de l'année dernière. Mais avec 380 000 Français qui vont payer l'impôt sur le revenu alors qu'ils ne le payaient pas, et 17 millions qui vont payer plus d'impôt sur le revenu. Mais les compagnies aériennes qui sont contentes, c'est quelques laboratoires pharmaceutiques qui sont contents. Les agriculteurs qui avaient obtenu des garanties ne vont pas l'avoir. Les retraités, pareil. Non, mais le comble, c'est que la France Insoumise va devoir, par exemple, expliquer à ses électeurs que les plus riches ne vont pas payer. Pourquoi les plus riches ne vont pas payer plus, alors que
que c'était prévu dans le budget. Ils veulent une accélération du tempo institutionnel et politique. Ils veulent le chaos et ils veulent l'élection présidentielle qui vienne plus tôt. Absolument. Donc c'est l'agenda. Monsieur Mélenchon, pour le coup, là au moins il est très honnête et très clair. Je parlais d'un parti qui travaille. Il travaille à cette déstabilisation. Bien sûr que oui, parce que dans leur agenda politique, il faut que ça vienne plus tôt. Il peut pas attendre lui 3 ans. Il veut que ce soit maintenant ou très vite parce que pour l'instant il a l'avantage sur les gauches. Le PS ne peut pas, il est tenu, ne peut pas lui contester le leadership. Et donc dans une élection à 2 tours, il sait qu'il a une chance d'être au 2e tour face à qui? Face à Marine Le Pen. Donc aujourd'hui, on est face à ça, on est face à cet agenda. Emmanuel Macron, il va subir une grosse pression. Alors il aime ça et ça l'intéresse. Il est lui-même dans l'interpellation, l'interrogation sur son propre destin. Croyez-le bien. Vous croyez vraiment? Croyez-le bien. Bien sûr que oui. Il y a autre chose qui fait peur à Marine Le Pen. C'est que Marine Le Pen est quelqu'un qui observe ce qui se passe. Elle regarde, l'un de ses thèmes préférés, c'est la sécurité, c'est l'immigration, etc. Et bien aujourd'hui, on a un ministre de l'Intérieur qui fait le job et qui le fait plus que jamais. Et Bruno Retailleau, c'est une menace pour Marine Le Pen. Bruno Retailleau, avec Laurent Wauquiez en embuscade, c'est potentiellement un rassemblement national qui perd 10 points au premier tour d'une élection présidentielle. Et ça, dans son petit jeu, dans son petit calcul, et dans son petit jeu d'échecs, et ben c'est quelque chose qui compte. Entre l'agenda judiciaire d'un côté et la menace régalienne incarnée aujourd'hui par Bruno Retailleau, vous avez 2 bonnes raisons qui font que Marine Le Pen préfère précipiter la France dans le chaos plutôt que servir les intérêts de son pays. La France et les Français de motivent sa décision. On est d'accord. On marque une pause, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Censure, visiblement, le dernier tweet de Marine Le Pen laisse entendre qu'elle ira au bout. Vous pensez que c'est pas... Oui, parce que regardez, ce matin, 10h, c'est on peut pas ou on sait pas. 11h, c'est on sait. Ça peut bouger, c'est normal. C'est le régime parlementaire. On est en plein là-dedans. Il y a d'autres acteurs qui bougent. Vous l'avez dit, il y a des grands vainqueurs de cette idée qu'on produit le budget 2024. Oui, mais quand on a entendu Tanguy sur une radio concurrente, ça paraît compliqué. Tout le monde est là, tout le monde a. C'est un moment de tension politique. Et dans un régime de ce type, vous avez des gens qui viennent à l'Assemblée, il y a des gens qui. Elle a été sur le terrain, ses députés ont été sur le terrain ce week-end, ils ont reçu. Oui, si on appuie sur le bouton, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a tout ça vibrionne. La France, comme vous le dites, l'intérêt de la France, il passe au 2e, au 3e, au 4e rang. On est dans des calculs politiques, économiques aussi, des acteurs économiques. Vous l'avez dit, qui poussent. Ils sont là pour ça, ils poussent leurs intérêts. Et bien la décision d'un acteur politique, c'est compliqué. Moi, je pense que ça demeure une erreur à la veille de ce moment, qui est un moment, encore une fois, de fête de fin d'année, où on a besoin d'un peu de paix. On a déjà eu cette dissolution qui est arrivée au moment où on devait avoir autre chose. Le président de la République a bousculé. C'est ce qui effectivement peut apparaître quelque chose qui est un peu romantique entre guillemets, de dire il faut préserver cette place, ce moment-là. Je crois que les politiques aujourd'hui sont plus là-dedans, on le voit bien. Aucun, parce qu'on oublie de dire que ceux qui ont torpillé quand même le travail budgétaire et parlementaire du Premier ministre, c'est presque davantage Ensemble pour la République. À l'intérieur du gouvernement et autour, Gabriel Attal et Lescure et Aude, qui jusqu'à avant-hier disaient mais il est peut-être temps de changer de point d'équilibre dans cette minorité de gouvernement. Et donc je pense que c'est eux qui largement ont poussé. Donc tout le monde est dans cet état d'esprit, je vous le redis. Pour l'instant, ce qui les intéresse, et vous avez raison de le regretter, c'est cet enjeu politique, ce marché politique, qui est un marché politique parlementaire, qui n'est même pas celui du grand public. Qui est même pas celui du grand public. Parce que je ne suis pas persuadée, je m'inclus dedans, qu'on est vraiment qu'on comprenne la dimension de ce qu'il y a dans ce budget, de qui seront les gagnants, qui seront les perdants. Rafik Smati, et surtout, on a l'impression d'un jeu politique et que les Français, et ça rejoint ce que vous disiez au début, qu'ils sont déconnectés du quotidien des Français. Et puis il y a ceux dont on ne parle pas du tout, ce sont les socialistes. Aujourd'hui, qui sont complètement vassalisés aux insoumis. Plus personne ne s'interroge sur le fait que ce soit plus un parti de gouvernement qui s'apprête aujourd'hui à voter la censure avec les insoumis. Et moi, je suis quand même... on n'en parle pas, mais il y a quand même François Hollande, un ancien président de la République dans le groupe, qui s'apprête à appuyer sur le bouton, alors que c'était quand même un parti républicain, un parti sérieux, et qui... c'est quand même un problème démocratique profond aujourd'hui, d'avoir un parti socialiste aujourd'hui qui est vassalisé à un parti extrémiste. C'est pour ça qu'il faut s'il y avait un Premier ministre, c'est un peu compliqué puisque le Parti Socialiste n'en veut pas. N'en veut pas, Et puis lui-même, on ne sait pas trop s'il a si envie que ça. On va avoir quand même un François Hollande qui va voter la censure, a priori. Ce qui est hallucinant de la part d'un ancien président de la République. Vous savez, en réalité,
Tout le monde est en train de se radicaliser dans ce débat. Et moi, ce que je regrette, c'est l'absence de mesures, l'absence de nuances. Et moi, je veux rappeler un homme président, à tout le monde, je veux rappeler à tout le monde le proverbe populaire qui dit que le mieux est l'ennemi du bien. Parce que est-ce que ce budget est un bon budget? Je l'affirme, non. Est-ce que moi, si j'avais été député, j'aurais voté ce budget de gaieté de cœur? La réponse est non. Ce budget est profondément étatiste. Ce budget renoue avec les vieilles lunes françaises de matraquage fiscal. Ce budget manque totalement de lisibilité. Donc si j'étais arc-bouté, comme ils le font tous, à mes convictions en disant c'est mon avis et je ne dérogerai pas de mon avis, ben je voterai la censure. Mais évidemment que je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas parce que je pense à mon avis et je regarde la France, je regarde l'état de la France, je regarde la manière dont les autres nous regardent. Et à un moment donné, il faut faire un arbitrage entre ses convictions personnelles, non pas les renier, mais savoir mettre de l'eau dans son vin. Bravo. J'espère qu'ils vous entendent. Si le gouvernement Barnier ne présente pas un budget 2025 parfait, eh bien je préfère un gouvernement Barnier avec un budget 2025 médiocre que pas de gouvernement du tout et la chienlit et le pays et le monde entier qui nous regarde en se disant qu'est-ce qui est en train de nous faire la France. Donc je crois, moi j'appelle vraiment les hommes et les femmes politiques du Parlement à faire preuve de responsabilité. S'ils ont des désaccords avec ce budget, et ils ont mille et une raisons d'en avoir, qu'ils le disent, qu'ils l'expriment, qu'ils le crient haut et fort. Mais ensuite se pose un principe de responsabilité. Je peux voter contre ce budget. Mais en l'occurrence, il n'y aura pas de vote puisque c'est le 49.3. Donc je peux exprimer mon désaccord. En revanche, je ne renverse pas le gouvernement. C'est-à-dire que je ne précipite pas la France dans un chaos, dans l'abîme dont on ne maîtrise pas les conséquences. Et avec la certitude que ce budget ne pouvait pas être meilleur. On est dans un contexte où il n'y a pas de majorité pour faire de réformes de structure, où en effet les économies, la dépense publique, on ne pouvait pas avoir des mesures fortes dans ce budget en 3 mois avec aucune majorité. On pouvait faire des économies, faisant ce budget. Oui, les économies, ça c'est le problème. En aussi peu de temps, c'est pas possible. En revanche, on peut les annoncer au moins. En revanche, si Emmanuel Barnier, si par chance Emmanuel Barnier est reconduit dans Michel Barnier, c'est magnifique ça. Si Michel Barnier était reconduit dans sa fonction, je serais beaucoup plus exigeant sur le budget 2026, c'est-à-dire celui qu'il aura eu le temps de mettre en place après un an d'exercice du pouvoir, notamment sur la question de la réforme systémique de l'appareil d'État. Mais aujourd'hui, on ne peut pas, de bonne foi, en 15 jours, demander un miracle. On ne peut pas demander à des candidats, Gallia, je vous le redis, politiques, personnels, avec leurs écuries, qui n'ont comme juge de paix que l'élection présidentielle, de s'intéresser et de penser comme ça. Parce que vous êtes sur un marché politique. C'est comme vous parliez d'entreprise. Alors on peut au moins leur reconnaître qu'être des chefs d'entreprise politique, c'est de considérer que vous avez des concurrents et pas des partenaires, que vous avez des marchés d'électeurs qui sont à conquérir et qu'ils raisonnent comme ça. Aujourd'hui, si vous voulez, vous l'avez dit vous-même, la situation, elle est difficile, complexe. C'est encore un pays à qui on prête, c'est encore un pays qui est quand même à son poids au Conseil de sécurité à l'ONU, qui vient de perdre une partie de son influence qui restait en Afrique, mais qui malgré tout contribue encore à l'équilibre géopolitique à tout le moins européen et donc qui n'est pas complètement perdu. Hein. Oui, mais qui est quand même là. Donc les acteurs politiques, s'ils sont des entrepreneurs politiques comme vous le dites, et qu'on voudrait qu'ils soient, même s'ils ne travaillent pas suffisamment, alors là j'en suis certain, sur le fond, sur le développement réel sur le terrain, ainsi de suite, ils ont une obsession, c'est de conquérir un marché politique, en tout cas de le préserver, pour pouvoir être en position, en tout cas d'être en compétition pour 2027 ou avant, parce que maintenant en plus avec la difficulté c'est ça, et certains veulent même accélérer le temps du marché. Si vous, c'est comme dans une entreprise, vous voulez accélérer finalement le temps de votre marché, alors vous le faites différemment, soit vous communiquez, soit vous déstabilisez vos concurrents, soit vous changez la régulation, c'est comme ça qu'on fait quand on fait, vous voyez, les acteurs qui ont lobbyé sur ce budget, ils l'ont fait exactement comme ça, les acteurs privés. Donc on ne peut pas leur reprocher d'être des entrepreneurs du politique, ce qu'on peut leur reprocher, c'est de n'être que ça. Et c'est-à-dire que quand on fait de la politique, on a aussi un coefficient État, on a un coefficient patriotisme, à tout le moins même européen, et on doit l'intégrer aujourd'hui. On ne peut pas simplement être un conquérant de marché politique et électoral, et ça on peut le reprocher évidemment. D'analyse qui est une analyse. Ce que je voudrais dire, et ça qui est un véritable constat, et ça c'est très compliqué, c'est que pour qu'un pays fonctionne partout, il faut la confiance. Et il y a un truc qui est terrible, c'est qu'ils ont détruit la confiance. Les Français n'ont plus confiance dans leur politique, n'ont plus confiance en eux, n'ont plus confiance dans la France. Et alors, détruire la confiance, ça va vite. La reconstruire, c'est quelque chose de terrible. Et là, moi, ce qui me désespère, c'est que je ne vois pas, il faudrait presque, et c'est pas ma théorie en général, un homme
providentielle, je dis présidentielle, c'est pareil, parce que là, il n'y en a plus un pour rattraper l'autre. C'est responsable et coupable. Non. Tous, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Ça n'existe pas, l'homme providentiel. Mais c'est d'ailleurs tout le problème de la Ve République, c'est qu'à force de rechercher l'homme providentiel, vous avez des écuries présidentielles qui se mettent en place, parce que aujourd'hui, je peux vous dire que dans le paysage politique français, vous avez au moins une douzaine de personnes qui se considèrent comme potentiels hommes et femmes providentiels, et donc vous avez des écuries présidentielles qui se mettent en place, et finalement, ce n'est pas l'intérêt général qui prime, c'est l'intérêt particulier. Alors comment faire? C'est peut-être précisément le problème. Et c'est ce qui ressort de toute cette séquence. On a quand même un Premier ministre aujourd'hui. Enfin, moi, je suis pas l'homme providentiel, je sais pas. Mais aujourd'hui, on a un Premier ministre qui, quand même, avec son style un peu ancien monde, moi que j'apprécie beaucoup, qui fait du bien, qui a su quand même, en quelques mois, remettre un certain nombre d'arrogants à leur place, avec subtilité et tact, qui quand même, compte tenu de ce qu'il a dit, de son parcours politique, d'élu local à la Commission européenne, a la capacité, me semble-t-il, à conduire le pays dans cette période difficile, sans en effet faire les réformes de structure, puisqu'il n'a pas de majorité pour les faire. Exactement, mais je pense qu'on aura du mal, là, aujourd'hui, dans la situation, à trouver quelqu'un qui peut apaiser le pays, qui peut avancer et faire quelques réformes, notamment d'ailleurs des Macron réformes... peut le renommer, non? Oui, je pense, il peut le faire. Mais est-ce qu'il l'acceptera, c'est autre chose. Valérie, je pense qu'on a oublié de dire aussi qu'un des principaux opposants, alors disons-le clairement, à Michel Barnier, en réalité, c'est Emmanuel Macron. La partie prenante qui est presque la plus en opposition et qui attend même l'idée de pouvoir changer. Je suis pas sûr. Je vous assure que c'est pas loin. C'est fini, on aura l'occasion évidemment d'y revenir. Très bonne journée sur Sud Radio. Bonne journée, merci. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.